Bienvenue dans ce nouveau podcast Luxury Insight Fashion Network. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Célia, qui est la directrice générale France de Bucherer, et donc un spécialiste de l'horlogerie haut de gamme. Nathalie Célia, bonjour. Bonjour, ravi d'être parmi vous. Je vous prie de m'excuser pour la voix. Je l'ai un peu laissée aux 24 heures du Mans. Oui, vous étiez aux 24 heures du Mans, donc on enregistre ce podcast ce 13 juin. Et donc hier, vous reveniez des 24 heures du Mans. Bucherer a quel rôle aux 24 heures du Mans ? Alors nous avions la chance d'être choisis par Rolex pour être le partenaire cette année de la maison Rolex, et nous opérions la boutique Rolex aux 24 heures du Mans, et en même temps nous pouvions inviter des clients pour vivre une expérience un peu hors du temps pendant ces 24 heures. Ce côté expérience est pour nous toujours très important, parce qu'un garde-temps finalement on peut l'acheter n'importe où, mais tout ce qu'on va lui donner autour, tout ce petit supplément d'âme, va faire qu'on se souviendra toujours du moment où on a acheté ce garde-temps. Quelle était l'ambiance et quels étaient les profils des gens que vous avez rencontrés sur place ? Il y avait une très belle ambiance, puisque c'était la première fois après confinement où le public revenait en force, et on le sentait, tout le monde avait envie de faire la fête, tout le monde avait envie de partager. Bon, c'était très festif, et en plus la course était belle et pleine de surprises, donc c'était aussi très agréable. C'est super. C'est intéressant aussi la manière dont l'horlogerie haut de gamme est en train d'évoluer. Vous avez un regard assez aiguisé sur ce secteur-là. Ça fait 10 ans que vous êtes chez Bucherer. Peut-être qu'on peut rappeler ce qu'est Bucherer. En France, à Paris, on voit, parce que c'est un immense magasin dédié à l'horlogerie, un peu à la joaillerie haut de gamme, à côté de l'Opéra. Mais peut-être que vous pouvez me retracer pour les personnes qui nous écoutent qui est Bucherer, quelle est l'histoire de la maison. La maison Bucherer a été créée en 1888 par Monsieur Bucherer, le grand-père, qui a eu 2 enfants, 2 garçons. Un a été ensuite formé en horlogerie, l'autre en joaillerie. Et ils se sont dit en 1919, quand ils revenaient de leur formation, c'est dommage, on sait faire des choses et on sait faire de l'horlogerie et de la joaillerie. Et aujourd'hui, dans notre métier actuel, à l'époque, on ne fait que distribuer des montres d'autres marques. Donc, on va aussi faire notre propre marque de montres. Donc, en 1919, ils ont réalisé la première montre, qui était le fruit du savoir-faire des 2 frères. Ils étaient d'ailleurs assez novateur pour l'époque, puisque c'était une montre pour dames. Et la maison a continué à se développer, beaucoup à l'international, toujours parce que Monsieur Bucherer, dès le départ, a cru en l'international, a cru en des valeurs comme la confiance, l'échange, l'inspiration, et il s'est inspiré aussi en allant voir ailleurs. Madame Bucherer aussi, elle-même, a voyagé pour porter notre joaillerie à l'étranger, donc c'était aussi toujours très novateur. Donc on a toujours eu ce positionnement en tant que distributeur multimarque, marque de montre avec Karl F. Bucherer, marque de joaillerie avec Bucherer Fine Jewelry, mais on était comme des curateurs au sens ancien du terme, c'est-à-dire des gardiens d'un savoir-faire, et en même temps on n'a jamais voulu rester que des curateurs, on a toujours essayé d'être innovant, alors soit par des voyages à l'étranger et des développements alors que ça ne se faisait pas beaucoup, soit par l'utilisation de nouvelles techniques. Si on prend par exemple Karl F. Bucherer, à l'époque, on a été les premiers à créer cette masse oscillante périphérique qui faisait qu'on voyait le dos du mouvement, ce qui était très joli. Donc voilà, ça a été notre mode de fonctionnement. Et effectivement, on a cette chance, c'est toujours Monsieur Bucherer qui est à la tête de la maison, donc on est toujours indépendant et farouchement indépendant, mais on est un multimarque qui distribue un certain nombre de marques. Et on a à Paris, depuis 2013, notre ouverture, accueilli plus de 36 marques. Je vous prie, je m'excuse, pardon, ma voix déraille parfois. Bien sûr. À Paris, ce qui est impressionnant, c'est quoi ? C'est presque 2500 mètres carrés. 2200 mètres carrés, on est effectivement le plus grand magasin au monde dédié à l'horlogerie d'exception. Mmh. Et le groupe Bucherer, depuis ces dernières années, a acquis de nombreuses filiales, notamment avec le rachat en 2018, de Tournou, où on a aujourd'hui 32 magasins aux États-Unis, et même en 2017 de Watch Gallery, donc la société anglaise avec la plus grosse boutique Knightsbridge, Rolex, ou Selfridges, où on gère le département horlogerie. Donc on est devenu, nous en tant que Bucherer, le leader mondial de la distribution d'horlogerie. Et c'est vrai,
ce que vous disiez tout à l'heure, ça nous permet d'avoir un rôle assez neutre. Alors ça nous va bien parce qu'on est une maison suisse originaire de Lucerne et ça nous donne la possibilité d'avoir toutes ces maisons qui cohabitent chez nous et de voir parfois les tendances qui peuvent évoluer au fur et à mesure du temps. Justement, le fait d'avoir des grands noms de l'horlogerie et vous d'avoir votre propre marque, comment vous instillez la marque dans la distribution que vous avez? Quel est le rapport entre la marque et la distribution? Alors, la marque est traitée comme n'importe quelle autre marque, parce que c'est une marque d'horlogerie, une belle marque d'horlogerie. On la connaît forcément particulièrement bien parce que ce sont nos petits cousins, donc il y a un affect bien évidemment spécifique et quand on en parle avec des trémolos dans la voix et c'est pas que la voix éraillée parce qu'on connaît physiquement les personnes qui sont sur place et qui vont aller monter, démonter le mouvement. Mais comme toute autre marque, encore une fois, d'horlogerie, on est suisse, on a ce côté-là aussi de savoir rester impartial et d'être juste avec tout le monde. Je vais revenir un peu sur votre parcours parce que vous, ça fait bientôt une dizaine d'années que vous êtes dans la maison, mais avant vous avez évolué dans d'autres maisons et vous avez commencé dans le conseil chez Ernst & Young. Oui. Qu'est-ce qui vous a mené à l'univers du luxe? Quelles ont été peut-être les rencontres que vous avez eues qui vous ont amené à prendre ce chemin? Alors, tout d'abord, je suis rentrée dans de l'audit comptable et fiscal en Russie, chez Ernst & Young, chez EY maintenant, et par une rencontre, la rencontre avec mon ex-mari. D'accord. Et je dois avouer que je suis d'origine ukrainienne et que j'ai appris le russe, donc il y avait une logique pour moi d'aller retrouver un petit peu mes racines et d'aller travailler sur place. Et puis j'ai eu la chance d'être appelée par la maison Vuitton, pour laquelle j'ai travaillé pendant presque 14 ans. Et vous faisiez quoi avec eux? Plutôt la partie commerce, au départ pour leur filiale Christian Lacroix Accessoires. Donc j'étais chef de secteur, sur un secteur un petit peu élargi parce que je parle plusieurs langues étrangères. Et puis ensuite, j'ai eu le sentiment, j'ai progressé au sein de la maison Vuitton aussi, dans le retail à Saint-Germain-des-Prés. Et j'ai eu le sentiment d'avoir reçu beaucoup. Donc je me suis dit que c'était le moment où il fallait à mon tour que je redonne. Et en réfléchissant, la profession dans laquelle je pouvais le plus facilement me reformer et redonner quelque chose, c'était la psychomotricité. Donc je suis retournée sur les bancs de la fac. D'accord. J'ai passé les concours, je suis rentrée à la Salpêtrière et j'ai été diplômée en psychomotricité à l'Institut de la Salpêtrière et j'ai travaillé avec des adolescents polyhandicapés pendant pratiquement une année. Et puis les aléas de la vie, vous parliez de rencontres, mais parfois il y a des rencontres ou des unions qui se terminent et j'ai été amenée à m'occuper de mes enfants toute seule et j'avais gardé des bonnes relations avec la maison Vuitton auprès de qui j'ai toqué à la porte en disant voilà, je reviens forte de mon expérience de psychomotricienne. Et ils m'ont laissé la chance de rentrer au sein de la maison Sephora sur les Champs-Élysées, dans les parfums, où on a vécu une année intense et haute en couleurs, où c'était une très 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 belle école du retail. Et une des consultantes chasseuses de tête qui était là et qui avait l'habitude de faire ses courses dans la maison m'a dit « Mais pourquoi pas le printemps ?» Et c'était une belle maison. J'ai pris la direction des ventes pour les accessoires et le luxe, où la maison Bucherer est venue me chercher. Au printemps, chez Sephora, vous avez acquis aussi une grosse expérience retail chez Vuitton précédemment. Qu'est-ce que vous gardez de ces expériences retail? Quels sont peut-être des moments importants, des projets importants qui vous ont marqué? Alors, ce qui est formidable dans le retail, c'est qu'il y a toujours des moments magiques, à la fois avec les clients, parce qu'on vit des expériences formidables. Chez Bucherer, par exemple, on a eu la demande en mariage en direct de la part d'un client. Donc c'est vrai que ce sont des temps forts. Et dans les projets, en revanche, professionnels, qui ont pu me marquer, il y a l'ouverture évidemment de la maison Bucherer, parce que les rencontres avec les marques, les rencontres avec vous, avec vos collègues, ce sont des jolis moments de partage, des rencontres aussi avec les autorités françaises pour le quotidien, pour monter une filiale, une entité. Donc c'est vrai que ce sont des projets qui sont très complets et qui sont toujours pleins de surprises. C'est pour ça qu'au bout de 10 ans, on a l'impression que le temps s'est arrêté entre deux et qu'on a toujours quelque chose de nouveau qui nous attend. Et c'est vrai. C'est vrai, et je pense qu'on a de la chance, par exemple, chez Bucherer, d'avoir des équipes qui sont restées avec nous depuis toutes ces années.
On a notamment un codir qui est d'ailleurs beaucoup plus féminin que masculin, mais on essaye de garder la parité bien sûr, parce que c'est important, et qui est resté fidèle depuis le départ. Et je pense que c'est pas un hasard si on reste fidèle depuis le départ. D'abord, la maison de Bucherer est une maison exceptionnelle. Alors, j'en parle, mais c'est vrai que au-delà du parti pris, il y a vraiment comme valeur hospitalité, inspiration et passion. Mais ce sont des valeurs qu'on ressent au quotidien parce qu'on dit que si nos équipes à nous ne les vivent pas ou ne les ressentent pas, on n'arrivera jamais à les transmettre aux autres personnes. Et je pense que c'est pour ça que notre codir est resté aussi fidèle. C'est parce que ensemble on a créé. C'est un véritable travail d'équipe et avec nos équipes de Suisse. Et avec nos équipes Karlev Bucherer ou Bucherer Fine Jewelry, et encore dans les projets à venir, parce qu'ils sont bien sûr nombreux. C'est tout ça qui fait qu'on a l'impression que le temps s'est arrêté et qu'on perd jamais de temps. Et il se passe toujours quelque chose, on ne s'ennuie jamais, et au contraire, on a l'impression de redécouvrir nos métiers. En 2013, quand il y a eu le projet 2012 était annoncé le projet d'ouverture boulevard des Capucines, c'était assez impressionnant comme projet. La maison reprenait une institution qui était la boutique Holding Land à cet emplacement-là. L'évolution de la clientèle, elle est allée vers quoi cette clientèle ? Qu'est-ce qu'elle est venue chercher finalement, et comment vous avez fait évoluer ce lieu qui est un peu plus qu'un lieu de vente en une dizaine d'années ? On avait des maisons et une horlogerie assez traditionnelles il y a une dizaine d'années pour une clientèle plutôt masculine qui cherchait des montres parfois statutaires. Aujourd'hui, les maisons ont fait beaucoup d'efforts aussi pour acquérir une clientèle féminine. Donc ce ne sont plus seulement des montres masculines auxquelles on rajoute quelques diamants et d'un seul coup on dit que ce sont des montres pour femmes. Il y a eu vraiment des choses qui ont été pensées pour les femmes, et les femmes se sont beaucoup plus autorisées aussi à venir dans nos magasins, à découvrir l'horlogerie, à prendre goût. Il y a eu d'ailleurs un club de femmes parmi nos clientes qui a été monté. Donc c'était des jolies évolutions assez intéressantes. On a vu aussi que la montre qui était par exemple une montre professionnelle ou une montre de plongée est devenue finalement une montre du quotidien, où les personnes sont dans du casual smart au quotidien, qui a été encore plus renforcé avec le confinement d'ailleurs. Et puis on a la tendance du vintage qui n'existait pas forcément dans l'horlogerie à l'époque et qui aujourd'hui est un marché très important. Nous lui avons dédié la moitié d'un espace dans nos étages, et on a une clientèle différente, beaucoup plus jeune, qui s'autorise à pousser la marque parce que finalement on ne rentre pas forcément par l'horlogerie, mais on rentre par l'histoire. Donc on rentre par une émotion, par une histoire d'une montre, par une histoire d'une maison. Et ça fait des jolis voyages d'une première montre ou d'un premier pied qu'on va mettre dans l'horlogerie et avec lesquels on va communiquer différemment, emmener dans des voyages différents, faire des événements différents, parfois plus sportifs aussi. Oui. Donc c'est assez complémentaire de tout ce qu'on a pu avoir aujourd'hui jusqu'à maintenant. Sur le vintage, il y a plusieurs études qui sont sorties, dont une de McKinsey qui estime que le marché serait de 30 milliards de dollars dans très peu de temps, en 2025, uniquement sur le vintage, et ça pourrait être rapidement plus important que le marché du neuf. Comment vous abordez ce marché-là, et quel est votre rôle finalement en tant que distributeur historique ? Est-ce que vous appuyez sur le savoir-faire maison ? Est-ce que vous appuyez sur de la data, des nouvelles technologies ? Comment vous travaillez ça ? Alors, je nous le souhaite que ce marché soit aussi important. Oui. Ça serait très intéressant et très bien. Ce qui est sûr, c'est que dans ce marché vintage, il est rassurant pour beaucoup de clients de l'acheter chez nous, parce que nous faisons les révisions et nous donnons 2 ans de garantie. Il y a énormément de choses, énormément d'acteurs dans le marché, et parfois pour un client c'est assez déstabilisant de savoir où aller. Donc nous on va avoir un rôle prescripteur, et on va avoir un rôle surtout, on parlait tout à l'heure de curateur mais innovant. Là on a vraiment toute notre place, parce qu'on est les garants de la tradition, de ce savoir-faire. On peut l'expliquer, on peut le montrer, on peut le partager, et en même temps on a un écrin qui montre que ces garde-temps-là, ils ont une autre vie, mais une vie qui est à hauteur de
la qualité, du savoir-faire, de tout ce qui a été mis avant dans cette belle histoire qui a fait que ce garde-temps-là, il vient d'un seul coup dans nos mains dont on est dépositaire avant de le donner à quelqu'un d'autre qui va lui donner une nouvelle vie. Et ça, c'est vrai que c'est une façon peut-être effectivement différente d'aborder ce moment d'horlogerie où il va y avoir une vente, oui, mais on va le déposer finalement dans les mains de quelqu'un qui va recréer une nouvelle histoire avec lui. Alors aujourd'hui, nous vendons des montres dans le marché vintage, mais effectivement, d'ici la fin de l'année, nous allons aussi pouvoir acheter des montres aux clients. Ça fait partie des projets qui sont en développement pour la France. Ça existe déjà dans d'autres magasins Bucherer, en Suisse, en Allemagne, aux États-Unis, en Angleterre ou autres. Et chez nous, ça va arriver d'ici la fin de l'année. Comment ça va se mettre en place? Et surtout, j'imagine que vous voyez aussi, vous le disiez, il y a pas mal d'acteurs sur ce marché-là. Comment trouver sa place face à une concurrence qui peut être digitale, qui peut avoir des arguments marketing différents. Enfin, comment vous vous positionnez? On est complémentaires. Les autres sont très bons aussi. À nous d'être meilleurs. On a un savoir-faire qui est à la fois un savoir-faire horloger et un savoir-faire distributeur multimarque sur de très nombreuses belles maisons. Donc c'est vrai qu'on a aussi cette connaissance qu'on peut avoir des différentes maisons. Typiquement, chacun de nos conseillers bûchereurs peut intervenir sur toutes les maisons que l'on vend au sein du magasin et les former en général une quinzaine de fois par an sur les différentes maisons. Donc ça, c'est vrai qu'on a une légitimité qui nous permet de l'aborder un petit peu différemment peut-être que d'autres, ou sur le digital, on va peut-être pas avoir les mêmes rapports. Maintenant, nous avons aussi introduit les ventes sur Internet. Donc notre site permet aussi, et ça a été un des gros projets de l'année dernière et de cette année et des années à venir, où on peut trouver nos montres vintage aussi sur l'espace de Bucherer dans le digital. Donc après, souvent, les personnes vont avoir une première vision sur Internet des garde-temps qu'on va proposer. Mais encore une fois, c'est une histoire d'émotion, de magie, de passion. Elles vont vouloir venir voir en magasin ce qu'il en est. Et là, on va continuer le voyage qui avait été déjà entamé sur le digital. Ça devient des outils complémentaires. Est-ce que justement la plateforme, elle est dédiée à l'offre France, ou c'est mutualisé avec les différents bouchereurs et les différents acteurs que vous maîtriser au niveau international? Disons qu'aujourd'hui, chaque pays va gérer sa propre plateforme. Alors, tout est centralisé, bien sûr, mais par exemple, les clients français vont acheter sur le site français, les clients allemands sur le site allemand, etc. Et le fait de devenir un acquéreur, comment ça va s'organiser, ça? Vous savez déjà quel est le but de devenir acquéreur de ces montres vintage? Oui, alors ça existe déjà dans d'autres filiales, donc on a appris. Oui. Et le but, c'est aussi de permettre à des clients passionnés de pouvoir, souvent dans une collection, il y a un moment ou un autre, cette passion sur un garde-temps, on peut se dire, bon ben voilà, je l'ai porté pendant une dizaine d'années, j'en ai bien profité, maintenant j'ai envie d'écrire une nouvelle histoire. Donc, je vais me séparer. Ça peut arriver, et puis il peut y avoir aussi des aléas de la vie. Je vais me séparer de mon garde-temps. Maintenant, je veux que mon garde-temps il soit bien traité, et je veux être sûr qu'il soit entre de bonnes mains pour que cette nouvelle histoire qui va s'écrire avec lui se passe bien. Et aussi que le client soit assuré de ne pas tomber dans un traquenard, comme ça peut arriver aussi, parce qu'on ne sait pas si on met une annonce sur n'importe quel site sur Internet, on ne sait pas trop quel est le client en face qui va venir et si c'est dangereux. On l'a vu parfois, il faut quand même être prudent avec des beaux garde-temps. Donc pour lui, c'est une façon en toute sécurité de venir chez nous, de nous déposer ce précieux garde-temps avec lequel il a eu une jolie histoire et de repartir tranquillement, soit avec l'argent du garde-temps, soit aussi de le réinvestir dans un nouveau garde-temps, puisque on essaye quand même d'être créateur d'envie. On est un grand magasin de jouets et en général, on retrouve son âme d'enfant et on arrive à se faire plaisir. J'imagine. Au niveau de des contraintes, on va dire, il y a
beaucoup de questions sur la contrefaçon, beaucoup de questions sur effectivement les vices cachés d'un garde-temps qui est à quelques années, voire dizaines d'années. Comment vous abordez ces sujets-là qui sont assez centraux sur le marché du vintage? Alors, on a la chance, et on le disait tout à l'heure, d'être une maison d'horlogerie avec un savoir-faire horloger. Et on a, par exemple, sur Paris, si je ne parle que de Paris, on a 4 horlogers qui sont agréés sur différentes marques et qui ont cette connaissance et ce savoir-faire. C'est le cas aussi en Allemagne, où on a un des plus gros centres de service pour les différentes montres et qui vont pouvoir nous accompagner dans ces démarches-là. Sur les développements, ça a quelle importance? Est-ce que, et surtout vous parliez de la jeune génération, vous voyez vraiment qu'il y a une appétence des plus jeunes sur le produit vintage? Oui. C'est une porte d'entrée pour le marché de la haute horlogerie? Oui, pour de nombreuses raisons. À la fois, c'est une porte d'entrée parce que parfois, on va commencer par un garde-temps, peut-être même différent, plutôt que de rentrer dans une grande maison tout de suite. On va pas forcément s'autoriser à le faire, donc ça décomplexe beaucoup. Et ensuite, ça correspond aussi, et c'est dans l'air du temps, à un esprit attentif à l'environnement, attentif à quelque chose qui va être durable, à un développement, de dire voilà, moi aussi j'ai participé, j'ai acheté quelque chose, alors qui n'est pas recyclé, mais quelque chose qui a eu une vie et que je vais acquérir à mon tour. Donc il y a cette démarche-là, on le voit aussi d'ailleurs dans les maisons d'horlogerie, où aujourd'hui cette démarche du développement durable est importante. Alors là non plus dans donner vie à un garde-temps pour lui donner une deuxième vie, mais de trouver soit des matériaux, soit des packaging, soit aussi d'intervenir. Je pense à Carl F. Bucherer qui intervient pour la sauvegarde des Raimanta. C'est une démarche où on va se dire on va faire quelque chose pour les autres, pour notre planète, pour notre quotidien, pour nos enfants de demain. Très bien. Je voulais revenir sur la partie retail parce que vous avez cette expertise. On parle de plus en plus de l'expérience, de vivre des choses en magasin. Vous, qu'est-ce que vous avez vu évoluer à la fois dans la manière dont vous travaillez vous chez Bucherer, mais de manière plus large dans le retail? Quels sont les axes de développement qui vous intéressent? Qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne moins finalement? Je dois avouer qu'on est assez content parce que quand on est arrivé il y a une dizaine d'années, il n'y avait pas forcément énormément d'événements qui étaient réalisés tout le temps. Nous, ça a toujours été notre marque de fabrique parce qu'on était le petit dernier en France et puis que ça nous nourrit nous aussi au quotidien et qu'on aime bien partager et avoir des idées folles et que quand on est un codir où on ne se pose pas de limites, on arrive à avoir des idées folles. Alors qui bousculent un petit peu parfois. D'ailleurs, même dans nos équipes, notre directeur de la sécurité a dû prendre des cheveux blancs un petit peu avant l'âge parfois, mais c'est ce qui nous permet aussi d'être là où on nous attend pas. Parce que finalement, on était dans une industrie qui pouvait être un peu plus considérée comme classique, ce qui n'est pas forcément le cas. Mais nous, on avait envie d'avoir cette approche-là, cette optique-là. Et c'est vrai qu'on était à plus de 6 événements par mois avant Covid. Et on s'est rendu compte au fur et à mesure des années que certaines marques ou même certains distributeurs bien voyaient que ça fonctionnait et ont commencé aussi à l'implanter de leur façon. Alors, je pense à une des idées d'une des marques qui d'ailleurs a fait quelque chose de très joli, avait créé des séries limitées de montres et dans différents éléments, que ça soit l'eau, que ça soit la terre mais dans l'Arctique avec les glaces, etc. Et qui a dit que pour les personnes qui avaient acheté ces séries limitées, eh bien il y avait avec l'ambassadeur qu'ils avaient dans chacune de ces dimensions un moment exceptionnel et un voyage exceptionnel pour tester la montre dans ces différentes conditions. Donc, voilà, nous, on l'avait imaginé peut-être il y a déjà une dizaine d'années, mais on se rend compte que c'est aussi une des tendances parce que, encore une fois, beaucoup de nos clients ont cette chance de pouvoir s'offrir tout ce qu'ils le souhaitent par le biais de l'argent. Et nous, peut-être qu'on va amener ce petit grain de folie et ces petits quelque chose qu'on ne peut pas offrir par l'argent. Je pense aux 24 heures du Mans, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Beaucoup de personnes peuvent aller aux 24 heures du Mans
On peut acheter des billets, on peut assister, on peut même aller sur les bords de la route, monter sur un camion pour voir ce qui se passe dans les 24 heures du Mans. Mais l'expérience telle qu'on leur a permis de vivre pendant ces 24 heures du Mans était assez exceptionnelle et beaucoup nous ont dit, voilà, ça, c'est réellement ce que l'argent ne peut pas acheter, mais qui nous montre tout à la fois la puissance des marques, la créativité des marques et ces petits moments hors du temps qui font du bien. Au niveau de l'activité sur Paris, vous qui avez une vision privilégiée au cœur de Paris, vous voyez qu'après la période Covid dont vous parliez, il y a un redémarrage actuellement où il vous manque encore les touristes internationaux. On en est où finalement du redémarrage du commerce à Paris? La période Covid a été bien sûr très difficile. On a eu cette chance depuis 2010 de travailler énormément toujours avec la clientèle locale. On parlait des événements que l'on faisait et c'est vrai que ça a été un moment pour nous pour recruter des nouveaux clients aussi, puisque contrairement à différentes maisons, on a commencé de zéro. D'accord. Donc on a commencé sans clients déjà préexistants. Et la confiance qu'on avait, ce socle de confiance et de partenariat qu'on avait développé, qui font que nos clients aujourd'hui ne sont pas forcément des clients au sens traditionnel du terme, mais plutôt des membres d'une famille. Et on fait que ça s'est développé en particulier pendant la période Covid, où on a maintenu des liens forts. Maintenant, on avait une clientèle étrangère qui était aussi très développée à l'époque, que l'on a retrouvée pour la clientèle européenne, puisque on le sent, la clientèle européenne est vraiment revenue. Les Américains sont revenus aussi en force à Paris. Quelques clientèles asiatiques, ça dépend des pays, mais par exemple la Thaïlande ou le Vietnam, on a retrouvé certains de nos fidèles clients. En revanche, c'est sûr que pour toute la partie Asie, mais côté Chine, c'est encore très compliqué. Ça le sera probablement encore jusqu'en 2024. Mais là, j'ai pas de boule de cristal et j'espère que 2024, on va réussir à retrouver nos clients. Oui. Maintenant, je trouve que c'est une réelle opportunité. On peut toujours voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, mais cette crise-là, nous, elle nous a permis de sortir de notre zone de confort aussi, d'être beaucoup plus créatifs, d'être beaucoup plus innovants, d'être beaucoup plus proches de nos clients, de les chouchouter, et ça, je pense que c'est très positif. Donc, oui, ça a complètement changé la physionomie de notre clientèle, mais dans une relation qui a beaucoup plus d'ailleurs nourri nos conseillers et dans beaucoup plus d'échanges. Donc je pense que finalement, on a été tous gagnants. Et les perspectives pour l'année à venir, en termes de projets et d'innovation, vous avez, qu'est-ce que vous avez dans les cartons finalement? On a toujours beaucoup de choses. Oui, a priori. On va développer énormément la joaillerie. Ça fait partie des 3 dimensions qui existaient depuis l'origine au sein de la maison Bucherer. Et on a beaucoup développé le retail, on a beaucoup développé notre marque de montre Carlev Bucherer. Mais sur la joaillerie, on a peut-être été à un petit moment un tout petit peu en retard. Donc là, ça va être une dimension forte. On a ouvert il y a récemment 2 magnifiques espaces, un sur notre espace Picaboo, l'autre sur le côté Love, avec une taille de diamant qui est très particulière et qu'on est les seuls en Europe à avoir, qui est la Royal Asscher, qui a été une coupe spécifique. Je vous en veux avec le mot coupe. Une taille spécifique qui a été imaginée pour tailler le plus gros diamant à l'époque qui avait été trouvé et qui avait été offert à la reine d'Angleterre. Et on a l'impression de plonger au sein du diamant et on n'en voit plus la fin, c'est fantastique. Donc on a un espace qui est dédié à cet espace Love pour tout ce qui est fiançailles, engagement, jolis moments pour faire pétiller les yeux des dames. Et on va continuer à développer ces espaces de joaillerie pour mettre en avant aussi la clientèle parfois plus féminine qui cherche à trouver des jolis et des objets précieux ou des moments pour marquer une certaine occasion. Donc ça va être une grande direction. On va aussi avoir une direction qui s'appelle Masterworks, qui commence à être développée à Zurich et à Genève et qui va venir chez nous l'année prochaine dans les nouveaux espaces que l'on va réaménager, parce que on se rend compte qu'on a ce savoir-faire en tant que curateur et que on a énormément de clients qui de plus en plus cherchent des choses un peu exceptionnelles, un peu atypiques, un peu uniques. Donc on va aller vers la mise en avant soit de modèles spécifiques dans des maisons, mais qui sont des modèles
très particulier, à toute petite série, dans des chefs-d'œuvre d'art, parce que là, on est peut-être au-delà même de l'horlogerie, on est plus dans l'art. Et ça peut être différentes maisons, donc c'est pas une seule maison qui va présenter tous ces garde-temps. D'ailleurs, je pense que les séries si limitées de ces maisons-là ne le permettraient pas. Mais ce sera un espace où on pourra venir vraiment, comme dans une galerie d'art, découvrir ce qui se fait de plus sophistiqué dans les nouvelles techniques ou dans les nouveaux matériaux utilisés sur l'horlogerie. Justement, donc ça va s'appeler Masterwork, c'est ça? Oui. Et ça, ce sera pour quand? Normalement, l'année prochaine. L'année prochaine. Oui. Et justement, sur tout ce qui est tendance ou nouveauté, innovation, vous voyez quel dynamisme dans le secteur? Est-ce que vous parliez que c'était un secteur qui était plutôt en train de se dépoussiérer? Ça veut dire quoi? Il a toujours été très dynamique. Oui. Faut pas s'y méprendre. Non. Je pense que l'horlogerie a cette richesse de savoir d'abord se remettre en cause tout le temps et d'aller toujours plus loin. Donc de toujours chercher des matériaux qui vont permettre de limiter les frottements, donc de gagner en autonomie ou en capacité de réduire par exemple, la taille des différentes pièces qu'on va mettre dans les garde-temps et de faire en sorte que pour toutes les complications qu'on a au poignet, on va réduire la taille et d'avoir quelque chose finalement d'ultra fin. Donc ça, c'est vrai que c'est la richesse de ce métier-là et c'est ce qui fait aussi qu'on s'ennuie jamais dans l'horlogerie, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui est pensé. Alors, le confinement a permis justement de travailler sur un certain nombre d'innovations, de matériaux. Le silicium a été beaucoup plus encore développé au sein de tous les garde-temps pour justement permettre de gagner en précision. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur le développement durable pour utiliser des matériaux, des filets de pêche qui ont été recyclés ou même des peaux de poisson qui ont été recyclés pour les bracelets. Donc tout ça a été énormément travaillé pendant ces périodes-là. Toute période de pause, alors ça c'est mon côté psychomotricienne qui revient, le droit de s'arrêter, d'avoir du temps, de penser, de réfléchir, permet après derrière de créer des grandes choses. Très bien. L'innovation, vous, qui vous a le plus marqué, et dans cet univers Masterworks, qu'est-ce que vous avez envie de montrer le plus? Alors, c'est peut-être pas quelque chose d'ailleurs qui était chez Masterworks, mais c'est une jolie rencontre. On parlait des rencontres tout à l'heure avec Monsieur Parmigiani. Et il y a quelques années, il a travaillé sur justement une innovation qui permettait d'avoir comme deux pales qui allaient tourner l'une au-dessus de l'autre, presque sans se toucher, pour justement limiter les frottements et qui allait permettre de gagner en capacité de continuer à transmettre cette énergie, non plus cette fois en heures, mais presque en jours, voire en mois. Et alors aujourd'hui, je ne sais pas trop où en est cette innovation-là, parce qu'on l'a pas encore vu intégrer au sein des garde-temps. Je pense qu'il est encore assez long et compliqué d'arriver à miniaturiser cette chose-là. Mais voilà, ça, ce sont des personnes qui vont penser encore à l'horlogerie de demain et qui, par ces travaux-là, vont faire évoluer énormément les choses, j'en suis sûre. Bon, on a hâte de voir ça. Oui. Et c'est certainement chez Boucherer prochainement. Bien sûr. Nathalie, Célia, merci beaucoup. Avec plaisir. C'est ainsi que se termine ce nouveau podcast Luxury Inside Fashion Network. À très bientôt pour une nouvelle écoute. Merci de m'avoir accueilli.